La propriétaire de l'entreprise engage un détective privé pour suivre un employé. Quand il lui raconte ce qu'il a découvert, elle tombe dans le désespoir. À 6h45, Élodie était déjà dans la salle de réunion. Elle savourait son café tout en observant un à un les managers nerveux qui entraient dans la pièce. Certains tentaient de dissimuler leur fatigue, d'autres leur peur. À 6h55, tous les 15 managers étaient présents, tous sauf Renaud Mercier, responsable du secteur Nord. 7h, annonça Élodie, se levant avec son dossier de rapport. Quelqu'un sait-il où se trouve Monsieur Mercier? Le 7, silence était gênant. Finalement, une jeune manager, Thérèse Charvet, leva timidement la main. Madame Vincent, Renaud est à l'hôpital. Sa fille a fait une crise d'asthme cette nuit. Le visage d'Élodie ne trahit aucune émotion. Je comprends. Malheureusement, les règles sont claires. Marianne, veuillez organiser le remplacement de Monsieur Mercier avant la fin de la journée. Thérèse écarquilla les yeux. Mais madame, il a 15 ans d'ancienneté. Sa fille n'a que 6 ans et... Décision prise, l'interrompit Élodie, ouvrant ses rapports. Maintenant, passons à ce qui importe. Les chiffres du dernier trimestre sont inadmissibles. La réunion se poursuivit pendant 2 heures. À la fin, tous sortirent tête baissée, avec de nouveaux objectifs encore plus agressifs et le sentiment que leurs emplois ne tenaient qu'à un fil. Élodie retourna dans son bureau, satisfaite. Elle croyait fermement que la pression générait des résultats. C'était ainsi que son père l'avait élevée, c'était ainsi qu'elle menait sa vie et ses affaires. En fin de journée, après une longue journée de travail, Élodie décida de faire quelque chose d'inhabituel, passer par la cafétéria avant de rentrer chez elle. Elle fréquentait rarement cet espace, généralement réservé aux employés, opérationnels. Elle voulait voir de ses propres yeux comment était l'ambiance après l'annonce du licenciement de Renaud. La cafétéria était presque vide à cette heure, sauf quelques employés du service de nuit. Parmi eux, un homme d'environ 40 ans attira son attention. Il était seul dans un coin, apparemment concentré sur son repas, mais Élodie remarqua quelque chose d'étrange. Discrètement, il prenait quelques pains et fruits et les rangeait dans une boîte à lunch. Élodie connaissait ce visage. C'était Laurent Moreau, l'un des plus anciens employés du secteur opérationnel. Toujours ponctuel, jamais absent, il faisait des heures supplémentaires sans se plaindre. Un employé modèle, du moins sur le papier. Alors pourquoi emportait-il de la nourriture de l'entreprise? Au lieu de le confronter directement, Élodie recula dans le couloir et observa. Elle vit quand Laurent ferma soigneusement sa boîte à lunch, nettoya la table et sortit précipitamment, regardant autour de lui comme s'il craignait d'être vu. Même les plus fiables peuvent surprendre, pensa Élodie avec une pointe de déception. Elle attendit jusqu'au lendemain et pendant son déjeuner appela Michel Côté, un détective privé qui avait déjà travaillé pour l'entreprise. « Je veux des informations complètes sur un employé. Laurent Moreau, secteur opérationnel, 42 ans. En particulier, je veux savoir ce qu'il fait après ses heures de travail. » Une semaine plus tard, Élodie recevait dans son bureau le détective. Michel, un homme discret et efficace qui était devenu son confident au cours des années où il avait fourni des services à Vincent Entreprises. « Alors ?» demanda Élodie, impatiente, tout en se servant une tasse de café. « Avez-vous découvert pourquoi l'un de mes employés les mieux payés du secteur opérationnel vole de la nourriture à l'entreprise? Chers spectateurs, notre histoire ne fait que commencer. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour suivre le développement de cette intrigue qui va remuer vos émotions. Laissez votre j'aime et continuons. » Michel s'installa dans son fauteuil, mal à l'aise. « Madame Vincent, je crois que vous allez être surprise par ce que j'ai découvert. Sur Laurent Moreau. Je vous écoute, » dit Élodie, s'asseyant derrière son imposant bureau. Pour commencer, Laurent n'est pas simplement un employé du secteur opérationnel. J'ai consulté les anciens registres de l'entreprise et j'ai découvert qu'il a commencé, ici il y a presque 20 ans, dans le département financier. Élodie fronça les sourcils. « Impossible, je m'en souviendrai. C'était avant que vous ne preniez la présidence, à l'époque de votre père. Laurent était considéré comme très prometteur, diplômé en économie de la Sorbonne avec une spécialisation en finance d'entreprise. Et comment a-t-il atterri dans le secteur opérationnel? » La curiosité d'Élodie était réellement éveillée. Michel sortit un dossier de sa mallette. En 2008, il y a eu une erreur dans un rapport financier qui a coûté à l'entreprise environ 200 000 €.
Laurent a assumé la responsabilité, bien qu'il y ait des indices que le véritable coupable ait été le directeur financier de l'époque, Édouard Martin, qui a quitté l'entreprise peu après pour un meilleur poste ailleurs. Élodie prit le dossier et commença à examiner les documents. Votre père, Madame Vincent, était un homme rigide. Au lieu de licencier Laurent, il l'a rétrogradé au secteur opérationnel, avec une réduction significative de salaire. Apparemment, c'était une punition exemplaire pour montrer que les erreurs ne seraient pas tolérées. Mon père a toujours été juste, défendit Élodie automatiquement. Sans doute. Mais ce qui s'est passé ensuite, c'est que Laurent n'a jamais pu retourner au secteur administratif, même avec des évaluations exemplaires. Le système de progression de l'entreprise, surtout après que vous ayez pris la direction, a rendu pratiquement impossible pour quelqu'un du secteur opérationnel d'être promu à des postes de direction. Élodie ferma le dossier, visiblement gênée. Cela explique pourquoi il est dans le secteur opérationnel, pas pourquoi il emporte de la nourriture de l'entreprise. Michel prit une profonde inspiration. Cela m'amène à la partie la plus intéressante de l'enquête. J'ai suivi Laurent pendant une semaine. Tous les jours, il suit le même schéma. Il quitte le travail à 22 h, prend 2 bus et arrive chez lui vers 23 h 30, dans un quartier modeste de la banlieue parisienne. Continuez. Il vit dans une maison modeste avec 5 personnes, 3 enfants, Anne, 17 ans, Mathieu, 12 ans, et Sophie, 8 ans, et sa mère, Madame Constance, 78 ans, qui souffre de la maladie d'Alzheimer à un stade avancé. Et sa femme, disparue, dit Michel, choisissant soigneusement ses mots. Selon les voisins, Thérèse Moreau a abandonné la famille il y a environ 3 ans, quand la maladie de sa belle-mère a commencé à s'aggraver. Apparemment, elle est partie dans le sud avec un autre homme. Élodie se recula dans son fauteuil, absorbant l'information. La nourriture qu'il emporte de l'entreprise est pour ses enfants, Madame Vincent, spécifiquement pour leur goûter scolaire du lendemain. Malgré le salaire qu'il reçoit, Laurent fait face à de sérieuses difficultés financières. Comment est-ce possible? Même dans le secteur opérationnel, nous payons au-dessus de la moyenne du marché. C'est vrai, mais il a des dépenses exceptionnelles. Sa mère a besoin de soins constants, de médicaments coûteux et de protection pour adultes. La mutuelle de l'entreprise ne couvre pas tous les traitements nécessaires. De plus, il paie les frais de scolarité pour ses 3 enfants. École privée, avec sa situation financière? Ce ne sont pas des écoles d'élite, Madame Vincent. Ce sont des institutions modestes, mais Laurent refuse de les en retirer. Il semble considérer leur éducation comme une priorité absolue. Élodie se leva et alla à la fenêtre. Dehors, Paris pulsait, indifférent aux petites tragédies quotidiennes. « Il y a autre chose, » dit Michel. Laurent travaille en double service 3 fois par semaine pour compléter ses revenus. Cela explique pourquoi il est toujours le premier à se porter volontaire pour les heures supplémentaires. Et pourquoi n'a-t-il pas demandé d'aide? Nous avons des programmes d'assistance dans l'entreprise. Michel fit un triste sourire. D'après les conversations que j'ai captées, il a essayé. 3 fois au cours des 2 dernières années. Les demandes ont été rejetées par le département des RH car elles ne correspondaient pas aux critères établis. Apparemment, comme il gagne au-dessus d'un certain montant, techniquement, il ne se qualifie pas pour des aides supplémentaires, indépendamment de sa situation familiale. Élodie retourna à son bureau. « Merci, Michel. C'est tout pour l'instant. » Quand elle fut seule, Élodie rouvrit le dossier contenant les informations sur Laurent. Il y avait quelque chose dans cette histoire qui la dérangeait profondément, mais elle n'arrivait pas à identifier exactement quoi. Dans les jours qui suivirent, Élodie ne pouvait pas se sortir Laurent de la tête. Pendant une réunion, avec le conseil d'administration, elle demanda discrètement à une assistante de lui apporter les registres de productivité du secteur où travaillait Laurent. Comme vous pouvez le voir, messieurs, le dernier trimestre a présenté une baisse de 7% du chiffre d'affaires global, disait le directeur financier, Paul Richard, tout en pointant des graphiques projetés à l'écran. Élodie observait les chiffres, mais son esprit était sur les feuilles qu'elle venait de recevoir. Le secteur de Laurent était l'un des rares à maintenir une productivité constante, même avec une réduction de personnel. Et tout en haut de la liste d'efficacité figurait son nom, Laurent Moreau. « Madame Vincent, êtes-vous d'accord avec la proposition ?» Élodie reporta son attention sur la réunion, se rendant compte que tous la regardaient, attendant une réponse. « Répétez la question, s'il vous plaît. »
Paul Richard semblait surpris par l'inattention inhabituelle d'Élodie. Nous proposons une réduction supplémentaire de 15% de la masse salariale du secteur opérationnel pour compenser la baisse du chiffre d'affaires. Cela signifierait éliminer environ 200 postes, principalement dans l'usine de Créteil. Élodie hésita, ce qui était également inhabituel. Je veux analyser ces chiffres plus en détail. Reportons cette décision à la prochaine réunion. Les directeurs échangèrent des regards confus. Ils n'avaient jamais vu Élodie Vincent reporter une décision de réduction des coûts. Après la réunion, Paul Richard l'aborda dans le couloir. « Élodie, tout va bien. Tu n'hésites jamais quand il s'agit de réduction de personnel. C'est notre politique depuis toujours. Les résultats d'abord, les personnes ensuite. Je suis simplement prudente, Paul. Je veux m'assurer que ces coupes n'affectent pas les secteurs qui continuent à bien produire. » Paul rit, sceptique. « Depuis, quand cela importe-t-il? Tu as toujours dit que tout le monde était remplaçable. » Cette phrase, qu'elle-même avait répétée d'innombrables fois au fil des ans, sonnait maintenant étrangement froide à ses oreilles. « Les choses changent, Paul. Parfois, nous devons réévaluer nos stratégies. » Laissant le directeur visiblement confus, Élodie se dirigea vers l'ascenseur. Au lieu d'appuyer sur le bouton pour le 40e étage où se trouvait son bureau, elle appuya impulsivement sur le bouton pour le sous-sol, où se trouvait le secteur opérationnel. Elle allait rarement dans cette zone. Le bruit des machines, la chaleur, le rythme accéléré, rien de tout cela ne faisait partie de son monde exécutif. En entrant dans le vaste atelier, plusieurs employés s'arrêtèrent momentanément dans leur travail, surpris par la présence de la présidente. Élodie marcha lentement entre les postes de travail. Elle remarqua l'usure des uniformes de certains employés, la fatigue inscrite sur de nombreux visages, la tension dans l'air. Quand elle arriva à la section de montage finale, elle aperçut Laurent. Il était concentré, assemblant une structure complexe avec une rapidité et une précision impressionnantes. Pendant un moment, Élodie se contenta d'observer. Elle vit comment il guidait discrètement un collègue plus jeune, sans interrompre son propre travail. Elle vit le leadership naturel, la dignité avec laquelle il exécutait des tâches bien en dessous de sa formation initiale. Elle était sur le point de s'approcher quand son téléphone sonna. C'était Marianne, son assistante. « Madame Vincent, l'ambassadeur japonais vient d'arriver pour la réunion de 15 heures. Êtes-vous en route ?» Élodie regarda sa montre surprise. Elle avait perdu la notion du temps. « Je monte tout de suite. » Avant de partir, elle jeta un dernier regard à Laurent. Quelque chose changeait en elle, une inquiétude qu'elle n'avait pas éprouvée depuis longtemps. Ce soir-là, Élodie fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Elle quitta le travail plus tôt. À 19 heures, à la surprise de son équipe, elle annonça qu'elle rentrait chez elle. En réalité, elle n'alla pas à son appartement, de luxe dans le 16e arrondissement. Elle demanda à son chauffeur de la conduire à une adresse dans une banlieue éloignée de Paris. « Vous êtes sûre, madame ?» demanda le chauffeur, clairement préoccupé en entrant dans ce quartier modeste. « Absolument. Et vous pouvez partir. J'appellerai un VTC quand je voudrais rentrer. »« Mais madame, tout va bien. Je connais quelqu'un. » « Ici ?» C'était un demi-mensonge. Élodie était dans la rue de Laurent, information obtenue grâce au rapport de Michel. Arrêtée au coin de la rue, elle observa quand il arriva vers 23h30, exactement comme décrit dans le rapport. Elle le vit entrer dans une petite maison, aux murs bas peints d'un bleu délavé. Elle vit les lumières s'allumer, et par la fenêtre, elle parvint à distinguer des silhouettes, probablement les enfants accueillant leur père. Elle se sentit étrangement intrusive, presque voyeuriste. Que faisait-elle là? Pourquoi cet employé spécifique l'avait-il tant touchée? Elle décida de partir, mais quelque chose la fit s'arrêter. La porte de la maison de Laurent s'ouvrit à nouveau et il sortit, accompagné de sa fille aînée. Tous deux portèrent des sacs poubelles qu'ils déposèrent dans la poubelle de la rue. Élodie se cacha partiellement derrière un arbre. « Papa, tu dois te reposer. Tu travailles trop. » dit l'adolescente d'un ton préoccupé qui parvint aux oreilles d'Élodie. « Je vais bien, Anne, ne t'inquiète pas. Tu dis ça tous les jours, mais je vois comme tes mains tremblent de fatigue. Et cette toux qui ne passe pas, c'est juste une grippe persistante. Ça va s'améliorer. » La jeune fille serra son père dans ses bras. « J'ai trouvé un travail à mi-temps à la pharmacie du quartier. Je commence la semaine prochaine. »« Non. Anne, nous en avons déjà parlé. Tu dois te concentrer sur tes études. Le baccalauréat approche. » « Mais papa, nous avons besoin d'argent. »
Mamie a besoin de ce nouveau médicament et tu as dit que Mathieu avait besoin de nouvelles lunettes. Je vais trouver une solution. J'y arrive toujours, non? Laurent sourit, passant sa main dans les cheveux de sa fille. Maintenant rentre. Il commence à faire froid. Quand ils furent tous deux rentrés, Élodie resta immobile pendant quelques minutes. Un nœud se forma dans sa gorge. Elle commanda une voiture par application et durant tout le trajet de retour vers son appartement luxueux, elle ne dit pas un mot. En arrivant chez elle, au lieu de revoir des rapports comme elle le faisait tous les soirs, Élodie alla dans son bureau et ouvrit une armoire rarement utilisée. Elle en sortit une vieille boîte qui contenait les effets personnels de son père, décédé 6 ans auparavant. Parmi les photos et les documents, elle trouva un journal intime. Elle connaissait son existence, mais n'avait jamais eu d'intérêt à le lire. Cette nuit serait différente. Elle se servit un verre de vin et commença à lire les mémoires d'Antoine Vincent, l'homme qui avait fondé l'entreprise et façonné sa vision du monde. Les premières pages étaient prévisibles, des récits d'affaires, des stratégies, des réussites. Mais au fur et à mesure qu'elle avançait dans la lecture, Élodie commença à trouver des réflexions plus personnelles, surtout des dernières années de la vie de son père. « Aujourd'hui, j'ai eu 65 ans », disait une entrée de 2016. « Je regarde tout ce que j'ai construit avec fierté, mais aussi avec un sentiment croissant de vide. J'ai créé un empire, mais à quel prix? J'ai perdu l'amour de ma femme, j'ai vu ma fille devenir une version encore plus dure de moi-même. Et maintenant je me demande, est-ce que ça en valait la peine ?» Élodie s'arrêta de lire, étourdie. Elle n'avait jamais imaginé que son père avait de tels doutes. Il avait toujours semblé si sûr, si résolu dans ses décisions. Elle continua à lire et trouva une entrée qui lui coupa le souffle. « L'affaire Laurent Moreau me hante encore. Aujourd'hui, j'ai été injuste, et je le savais au moment où j'ai pris la décision. Édouard était le véritable responsable de l'erreur, mais je l'ai protégé parce qu'il était mon ami de longue date. J'ai sacrifié la carrière d'un jeune homme brillant pour sauver les apparences. Ce n'est qu'un des nombreux regrets que je porte. » Élodie ferma le journal, sentant comme si le sol avait disparu sous ses pieds. Son père, son modèle, son héros, avaient des doutes, des regrets, des fautes éthiques qu'il n'avait jamais révélées. Cette nuit-là, Élodie dormit à peine. Pour la première fois depuis des années, elle remit tout en question. Ses croyances, ses décisions, l'empire qu'elle dirigeait d'une main de fer. Et surtout, elle remit en question la personne qu'elle était devenue. Le lendemain matin, Élodie arriva à l'entreprise plus tard que d'habitude. Ses cernes n'échappèrent pas à Marianne. « Tout va bien, madame? Puis-je vous apporter un café? »« Ça va bien. Marianne, j'ai besoin que vous m'apportiez certaines informations. Je veux les fiches de paie des 6 derniers mois de tous les employés du secteur opérationnel, organisés par niveau de salaire. Tous? Ce sont plus de 1200 employés, madame Vincent. Tous. Et je veux aussi un relevé de toutes les demandes, d'aide refusées par les RH au cours des 2 dernières années, avec les motifs détaillés. » Marianne prit des notes, visiblement surprise. « Autre chose? »« Oui. Organisez une réunion pour demain avec le directeur des ressources humaines et avec l'équipe d'assistance sociale de l'entreprise. Et ne la mettez pas dans mon agenda officiel. Je veux une discrétion totale. » Au cours de la journée, Élodie reçut les documents demandés et se plongea dans l'analyse. Ce qu'elle découvrit la choqua. Malgré les profits élevés de l'entreprise, l'inégalité salariale était criante. Alors qu'elle et d'autres directeurs recevaient des bonus millionnaires, de nombreux employés opérationnels arrivaient à peine à couvrir leurs dépenses de base avec le salaire qu'ils recevaient. Plus troublant encore, le programme d'assistance sociale de Vincent Entreprises, créé à l'origine pour aider les employés en situation de vulnérabilité, avait été progressivement vidé de sa substance. Les critères pour recevoir de l'aide étaient devenus si rigides que moins de 5% des demandeurs étaient approuvés. Au milieu de son enquête, Élodie trouva le dossier complet de Laurent Moreau. Elle confirma tout ce que Michel avait rapporté, mais découvrit davantage. Depuis qu'il avait été rétrogradé, Laurent avait demandé un transfert vers le secteur administratif 17 fois, toutes refusées, la plupart sans justification. Ses demandes d'aide pour le traitement médical de sa mère avait également été systématiquement refusées. Quand vint l'heure de la réunion avec les RH, Élodie était prête. Marthe Gouveia, la directrice du département, entra dans la salle accompagnée de Joseph Robert, coordinateur de l'assistance sociale. « Messieurs, commença Élodie,
Je voudrais comprendre pourquoi notre programme d'assistance sociale approuve moins de 5% des demandes, alors qu'il a été créé pour servir au moins 30% des employés en situation de besoin. Marthe parut mal à l'aise. Madame Vincent, nous suivons simplement les directives établies. La politique de l'entreprise a toujours été claire. Les résultats financiers d'abord. Et qui a établi ces directives actuelles? Marthe hésita. Eh bien, la direction, avec votre approbation, bien sûr. En 2018, quand nous devions réduire les coûts, M. Paul Richard a proposé de restreindre les critères, et vous avez approuvé. Élodie sentit un poids dans son estomac. Elle se souvenait vaguement de cette réunion. À l'époque, elle était concentrée sur l'atteinte d'objectifs agressifs pour impressionner les actionnaires. Et concernant le cas spécifique de Laurent Moreau, pourquoi toutes ces demandes ont-elles été refusées? Joseph Robert, visiblement nerveux, consulta un dossier. Techniquement, son salaire est au-dessus du seuil pour l'aide médicale. Familiale. Et quant au transfert, il existe une politique non officielle. Eh bien, quelle politique non officielle? La voix d'Élodie était tranchante. Les employés qui ont déjà été rétrogradés pour faute grave ne peuvent pas être réaffectés à des fonctions administratives. C'était une orientation que nous avons reçue il y a des années. De qui? Joseph Robert regarda Marthe, qui intervint. De M. Paul Richard. Il a dit que c'était vos instructions, que vous vouliez maintenir la discipline et montrer que les erreurs ont des conséquences durables. Élodie sentit la colère monter en elle. Colère contre Paul, mais principalement contre elle-même pour avoir permis à l'entreprise de devenir ce monstre bureaucratique et inhumain. Je veux une révision complète de toutes les politiques, d'assistance sociale et de progression de carrière. À partir d'aujourd'hui, ces critères absurdes sont suspendus, et je veux une réévaluation immédiate du cas de Laurent Moreau. Marthe semblait confuse. Madame Vincent, cela va à l'encontre de tout ce que nous avons construit ces dernières années. Les actionnaires devront comprendre qu'une entreprise ne se maintient pas en exploitant ses employés jusqu'à l'épuisement. Nous perdons des talents, Marthe. Les gens tombent malades, abandonnent, produisent moins. Ne voyez-vous pas que notre modèle est en faillite? Après la réunion, Élodie était épuisée, mais déterminée. Elle savait qu'elle rencontrerait de la résistance, surtout de Paul Richard et d'autres directeurs qui profitaient du système actuel. Mais quelque chose avait changé en elle, une certitude que le chemin qu'elle avait parcouru jusqu'ici était erroné. À la fin de la journée, elle fit appeler Michel à nouveau. « J'ai besoin de plus d'informations, » dit-elle, dès qu'il entra dans son bureau. « Je veux savoir qui sont les directeurs et managers qui résisteraient le plus à un changement profond dans notre modèle de gestion. Vous planifiez une restructuration? Je planifie une révolution, Michel, et j'ai besoin de savoir qui sera avec moi et qui sera contre moi. » La nouvelle se répandit rapidement. Élodie Vincent posait des questions inhabituelles, demandait des rapports étranges, remettait en question des pratiques établies depuis longtemps. Les couloirs de Vincent Entreprises bouillonnaient de spéculations. Paul Richard se réunit secrètement avec 4 autres directeurs au prestigieux club parisien. « Elle est hors de contrôle, dit-il, entre 2 gorgées de whisky coûteux. Hier, elle a suspendu toutes les réductions de personnel prévues et aujourd'hui, elle a demandé un rapport détaillé sur la différence salariale entre la haute direction et l'atelier. Ce doit être une stratégie pour la prochaine réunion. » Avec les actionnaires, suggéra Claude Mendès, directeur commercial. Vous savez comme elle est calculatrice. Pas cette fois, quelque chose est différent. Elle a même annulé le licenciement de Renaud Mercier, ce manager qui a manqué la réunion à cause de sa fille malade. Impossible! Élodie ne revient jamais sur une décision. Pourtant, elle l'a fait. Et hier, je l'ai vue descendre au secteur opérationnel, seule. Les directeurs échangèrent des regards inquiets. Ils connaissaient Élodie depuis des années et savaient que son comportement actuel était complètement atypique. « Nous devons agir avant qu'elle ne fasse quelque chose de radical », conclut Paul. « Notre priorité est de protéger nos intérêts. Si elle planifie réellement des changements structurels significatifs, nous serons les premiers à être affectés. » Pendant que les directeurs conspiraient, Élodie poursuivait son enquête personnelle. Après une semaine d'analyse intensive, elle avait une vision claire de la situation. Vincent Entreprises était devenu une machine à générer des profits pour les actionnaires et des bonus pour les cadres aux dépens du bien-être de milliers d'employés.
Plus troublante encore était de réaliser son propre rôle dans ce système. Les politiques les plus cruelles portaient sa signature. Les décisions les plus inhumaines avaient son aval. Elle n'était pas seulement complice, elle était l'architecte principal de ce modèle pervers. Par un pluvieux vendredi après-midi, Élodie fit quelque chose d'impensable. Elle se rendit personnellement au secteur opérationnel pour chercher Laurent. Elle le trouva en train d'opérer une machine complexe, avec la même concentration et efficacité que toujours. « Monsieur Moreau », appela-t-elle, le surprenant, « pourriez-vous m'accompagner, s'il vous plaît ?» Laurent la suivit, visiblement tendu. Les collègues observaient, murmurant entre eux. Être appelé personnellement par la présidente était rarement signe de quelque chose de bon. Élodie le conduisit à une petite salle de réunion au même étage, loin des oreilles curieuses. « Soyez tranquille, ce n'est rien de négatif », dit-elle, remarquant sa nervosité. « En fait, je voudrais vous poser quelques questions sur votre expérience dans l'entreprise. » Laurent acquiesça prudent. « Comment puis-je vous aider, Madame Vincent ? Depuis combien de temps travaillez-vous ici ? 19 ans et 7 mois. Madame, et vous avez commencé au département financier, n'est-ce pas ? Les yeux de Laurent s'écarquillèrent légèrement. Oui, madame, comme analyste financier junior. Et maintenant vous êtes ici, dans le secteur opérationnel. Depuis combien d'années ? 11 ans, madame. Élodie l'observa un moment. Malgré la tenue de travail simple, Laurent maintenait une dignité impressionnante. Posture droite, regard ferme, voix calme, il ne semblait pas quelqu'un vaincu par la vie, malgré toutes les difficultés. « Laurent, je vais être direct. Je sais que vous avez été injustement puni pour une erreur que vous n'avez pas commise. Je connais aussi votre situation familiale, votre mère malade, vos 3 enfants, les difficultés financières. » Il pâlit. « Madame, Pas besoin d'expliquer. Je ne suis pas ici pour vous juger ou vous punir. Au contraire. » Élodie respira profondément. « Je suis ici pour vous demander pardon. » Les mots planèrent dans l'air, lourds, inattendus. Laurent semblait ne pas croire ce qu'il entendait. Pardon ? Pour avoir permis que ce système injuste persiste, pour avoir tourné le dos à des personnes comme vous, qui donnent tout pour l'entreprise et reçoivent des miettes en retour. Et principalement, pour n'avoir pas remis en question la décision de vous maintenir prisonnier dans cette position pendant tant d'années. Laurent resta silencieux, assimilant ces paroles surprenantes. « Je veux vous entendre, Laurent. Comment ? Pouvons-nous nous améliorer ? Qu'est-ce qui ne va pas chez Vincent Entreprises ? Soyez complètement honnête. Je promets qu'il n'y aura pas de représailles. » Pendant un moment, il sembla qu'il ne répondrait pas. Puis, lentement, il commença à parler. Il raconta le système rigide qui empêchait toute mobilité interne, les superviseurs qui traitaient les employés comme des machines jetables, les conditions de travail qui empiraient chaque année, tandis que les profits augmentaient, les collègues qui tombaient malades physiquement et mentalement à cause de la pression constante. Il parla pendant presque 1 heure, et Élodie écouta, chaque mot prenant des notes, posant occasionnellement des questions. Quand il eut terminé, tous deux restèrent silencieux pendant quelques instants. « Merci pour votre honnêteté, Laurent. Cela va changer, je vous le promets. » Avant qu'il ne puisse répondre, la porte de la salle s'ouvrit brusquement. C'était Paul Richard, accompagné de 2 agents de sécurité. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il, avec un sourire forcé. « Je vous ai cherché partout, Élodie. Nous avons cette réunion avec les investisseurs canadiens, vous vous souvenez ?» Élodie se leva. « J'ai annulé cette réunion, Paul, et je ne me souviens pas avoir demandé votre présence ici. » Le sourire de Paul disparut. « Nous devons parler, Élodie, en privé. Tout sujet peut être discuté en présence de Monsieur Moreau. Il est maintenant mon consultant spécial pour la restructuration organisationnelle. » Paul rit, incrédule. « Un ouvrier, comme consultant ? Vous avez perdu la tête ? » « Non, Paul. Pour la première fois depuis longtemps, je crois que je l'ai retrouvé. » Élodie se tourna vers Laurent. « S'il vous plaît, retournez à votre secteur. Demain, nous continuerons notre conversation, et merci encore. » Quand Laurent sortit, Paul ferma la porte avec force. « Que diable faites-vous, Élodie ? D'abord vous annulez les réductions, puis vous suspendez les licenciements programmés, et maintenant vous fraternisez avec des ouvriers. Je corrige des erreurs, Paul, des erreurs que nous avons commises pendant des années. Des erreurs. C'est ainsi que nous avons construit cette entreprise, c'est ainsi que nous sommes arrivés au sommet. Et maintenant vous voulez tout jeter par la fenêtre à cause de... Quoi ? Une crise de conscience tardive ?
Élodie le regarda froidement. « Vous saviez pour Laurent Moreau. Vous saviez qu'il a été injustement accusé d'une erreur qu'il n'a pas commise ?» Paul détourna le regard. « C'était il y a plus de 10 ans. Qu'est-ce que ça importe maintenant ? Ça importe parce que nous avons construit une entreprise basée sur des mensonges et des injustices, Paul. Et cela s'arrête maintenant. » Le directeur financier fit un rire sec. « Vous ne pouvez pas faire ça seul, Élodie. Le Conseil n'approuvera jamais des changements radicaux. Les actionnaires seront furieux. Réfléchissez bien à ce que vous faites. » J'ai réfléchi, et si vous n'êtes pas avec moi dans ce voyage, il vaut mieux être prêt à vous écarter du chemin. Paul la fixa pendant un long moment. Vous allez le regretter. Nous avons construit cet empire ensemble, et vous êtes sur le point de le détruire. Quand Paul sortit en claquant la porte, Élodie savait qu'elle s'était fait un ennemi puissant, mais elle savait aussi qu'il n'y avait pas de retour en arrière. La transformation qui avait commencé en elle devait maintenant se répandre dans toute l'entreprise. Le week-end fut intense en préparation. Élodie travailla sans relâche dans son appartement, analysant des documents, planifiant des stratégies, élaborant un plan d'action complet pour transformer Vincent Entreprise. Le dimanche soir, elle reçut un appel inattendu de Thérèse, Charvet, la jeune manager qui avait défendu Renaud Mercier lors de la réunion. « Madame Vincent, pardonnez-moi de vous déranger un dimanche, mais j'ai pensé que vous devriez savoir. Il y a des rumeurs selon lesquelles Paul Richard est en train de manœuvrer avec certains actionnaires pour convoquer une réunion extraordinaire du Conseil. Il semble qu'ils veulent, vous écarter de la présidence. » Élodie n'était pas surprise. Elle connaissait suffisamment bien Paul pour savoir qu'il n'accepterait pas facilement les changements qu'elle planifiait. « Merci pour l'avertissement, Thérèse. Et ne vous inquiétez pas, je suis préparée pour cette bataille. » En réalité, Élodie était plus préparée que Paul ne l'imaginait. Pendant le week-end, elle avait parlé avec sa mère, Claire Vincent, qui détenait encore 30% des actions de l'entreprise. Claire, qui s'était toujours tenue à l'écart des affaires après sa séparation d'Antoine, fut initialement choquée par les révélations de sa fille sur les pratiques de l'entreprise. Après une longue conversation, elle accepta de la soutenir. Élodie contacta également Michel, qui lui apporta des informations précieuses sur les alliances et les vulnérabilités au sein du Conseil. Avec ces informations, elle élabora une stratégie pour neutraliser la menace de Paul. Le lundi, elle arriva à l'entreprise déterminée. Sa première action fut de convoquer une réunion d'urgence avec tous les employés. Quelque chose qui n'avait jamais été fait dans l'histoire de Vincent Entreprise. À 10 heures, l'immense auditorium était bondé. Employés administratifs, managers et représentants du secteur opérationnel, tous attendaient anxieusement. Paul Richard et ses alliés observaient depuis un coin, visiblement tendus. Élodie monta sur scène, sans présentation élaborée, sans l'habituelle panoplie corporative. Juste elle, un microphone et la vérité qu'elle devait partager. « Bonjour à tous, je vous remercie pour votre présence. Aujourd'hui, je ne parlerai pas en tant que présidente, mais en tant que quelqu'un qui, comme vous, fait partie de cette entreprise. » Le silence était absolu. Personne n'avait jamais entendu Élodie Vincent parler de cette manière. Pendant des années, nous avons dirigé Vincent Entreprise en suivant un modèle que nous croyions être le seul chemin vers le succès. Pression maximale, résultats à tout prix, sacrifice humain au nom des profits. Elle fit une pause, regardant. Les visages attentifs. J'avais tort. Nous avions tous tort. Un murmure parcourut l'auditorium. Nous avons construit une entreprise financièrement solide, mais humainement en faillite. Nous avons créé un environnement où la peur a remplacé le respect, où l'épuisement est confondu avec le dévouement, où justice et compassion sont vues comme des faiblesses. Paul Richard s'agita inconfortablement sur son siège. Récemment, j'ai eu l'opportunité de voir notre réalité à travers les yeux de personnes comme vous. J'ai vu des pères et des mères travaillant jusqu'à l'épuisement pour subvenir aux besoins de leur famille, tandis que nous, au sommet, accumulions des bonus obscènes. J'ai vu des talents extraordinaires étouffés par un système rigide et punitif. J'ai vu des êtres humains réduits à des chiffres dans des tableaux. Élodie respira profondément. Je sais que beaucoup d'entre vous ne me font pas confiance, et vous avez de bonnes raisons pour cela. J'ai été activement impliqué dans la création de ce système. J'ai signé des politiques qui ont nui à beaucoup d'entre vous. J'ai ignoré des demandes d'aide. J'ai priorisé les profits sur les personnes. Pour tout cela, je vous présente mes sincères excuses. L'auditorium restait dans un silence abasourdi.
Mais les mots ne suffisent pas. C'est pourquoi j'annonce aujourd'hui un plan de transformation radicale pour Vincent Entreprises. Un plan qui commence déjà à être mis en œuvre. Élodie détailla alors les changements. Révision complète de la structure salariale pour réduire l'inégalité, création d'un programme robuste d'assistance médicale et sociale, mise en place d'un système équitable de progression, de carrière, réduction du temps de travail sans diminution de salaire, participation de représentants des employés aux décisions stratégiques. Je sais que ces changements rencontreront de la résistance, surtout parmi ceux qui bénéficient du système actuel. Je sais aussi que certains actionnaires pourront s'y opposer, craignant pour leur profit à court terme. À cela, je dis, une entreprise véritablement durable est celle qui prospère avec ses employés, pas à leurs dépens. Paul Richard se leva brusquement et quitta l'auditorium, suivi par quelques alliés. Élodie continua impassible. Pour garantir que ces changements soient mis en œuvre de façon juste et efficace, je crée un comité spécial de restructuration. Ce comité sera formé de représentants de tous les niveaux hiérarchiques, y compris le secteur opérationnel. Elle fit une pause et regarda vers un point précis dans l'audience. Et j'aimerais annoncer que Laurent Moreau sera le coordinateur de ce comité. Son expérience unique, ayant travaillé tant dans le secteur financier que dans l'opérationnel, le qualifie parfaitement pour cette fonction. Un brouhaha parcourut l'auditorium. Au fond, Laurent semblait abasourdi. Je sais que ces changements généreront des incertitudes et des doutes. Je n'ai pas toutes les réponses, et nous commettrons certainement des erreurs en chemin. Mais je préfère me tromper en essayant de construire quelque chose de meilleur, plutôt que de réussir en perpétuant des injustices. Élodie conclut son discours avec une promesse. À partir d'aujourd'hui, Vincent Entreprises ne sera plus mesuré uniquement par ses profits, mais par la dignité et le bien-être de chaque personne qui contribue à son succès. C'est mon engagement envers vous tous. Quand elle termina, il y eut un moment de silence absolu, puis lentement quelqu'un commença à applaudir. L'applaudissement se propagea, croissant en intensité jusqu'à se transformer en une ovation debout. En quittant la scène, Élodie savait que la vraie bataille ne faisait que commencer. Paul Richard n'abandonnerait pas facilement, et les actionnaires, les plus conservateurs, résisteraient certainement au changement. Mais quelque chose de fondamental avait changé en elle, et maintenant dans l'entreprise aussi. La réaction au discours d'Élodie fut immédiate et polarisée. Tandis que la majorité des employés célébraient les changements annoncés, la haute direction de l'entreprise était divisée. Certains cadres, principalement les plus jeunes, soutenaient la nouvelle vision. D'autres, menés par Paul Richard, voyaient dans ces changements une menace directe pour leurs privilèges. Dans les jours qui suivirent, la tension était palpable, dans les couloirs de l'entreprise. Élodie commença à mettre en œuvre les premiers changements. Elle convoqua Laurent pour une réunion formelle et officialisa sa nouvelle position avec un salaire compatible avec la responsabilité. Elle autorisa la révision immédiate de tous les cas d'employés qui avaient demandé de l'assistance et avaient vu leurs demandes rejetées. Elle ordonna la création d'une commission pour évaluer les cas d'injustice similaires à celui de Laurent. Paul Richard, de son côté, n'était pas inactif. Comme Thérèse l'avait alerté, il convoqua une réunion extraordinaire du Conseil pour discuter du comportement erratique d'Élodie et de son plan téméraire qui menaçait la stabilité financière de l'entreprise. Le matin de la réunion du Conseil, Élodie entra dans la salle sachant qu'elle affronterait sa bataille la plus difficile. Les 12 membres du Conseil étaient déjà présents, y compris Paul Richard, qui souriait avec une confiance excessive. « Messieurs, je vous remercie pour votre présence, » commença Élodie. « Je comprends l'inquiétude concernant les changements que j'ai annoncés et je suis ici pour éclaircir tout doute. » Paul fut le premier à parler. « Élodie, nous respectons tous votre leadership au fil des ans, mais nous devons discuter sérieusement de l'impact financier de ces idées. Nos analystes estiment que les mesures annoncées réduiraient le profit de l'entreprise jusqu'à 30% la première année. » D'autres conseillers exprimèrent des préoccupations similaires. La tension montait dans la salle. « Messieurs, » répondit Élodie calmement, « vous ne regardez qu'un côté de l'équation. Il est vrai que certaines de ces mesures auront un coût initial significatif. Mais avez-vous considéré le coût que nous payons déjà pour le modèle actuel ?» Elle présenta alors des données soigneusement compilées au cours de la semaine.
l'augmentation alarmante du turnover ces dernières années, la croissance des dépenses de recrutement et de formation des nouveaux employés, l'augmentation de l'absentéisme pour problèmes de santé, la baisse constante des indices de satisfaction des clients. Notre productivité est en déclin depuis 3 années consécutives, messieurs. Non pas parce que nos employés ne font pas assez d'efforts, mais parce qu'ils sont épuisés, démotivés et malades. Nous continuons à exiger plus tout en offrant moins. Ce modèle est en faillite. La salle devint silencieuse. Élodie poursuivit, maintenant avec plus de confiance. Les changements que je propose ne sont pas seulement moralement corrects, ils sont stratégiquement nécessaires. Les entreprises avec des politiques progressistes en ressources humaines ont constamment démontré de meilleures performances à long terme. Moins de turnover, plus de productivité, meilleure réputation sur le marché. L'un des conseillers, les plus anciens, Étienne Ménard, intervint. « Vos arguments sont intéressants, Élodie, mais comment pouvons-nous être sûrs que ces changements apporteront les résultats escomptés? Le risque est considérable. » Rien dans la vie des affaires n'est garanti, Étienne. Mais nous avons des exemples concrets d'entreprises qui ont fait des transitions similaires avec grand succès. De plus, Élodie fit une pause stratégique. J'ai ici le soutien formel d'actionnaires représentant 43% du capital de l'entreprise, incluant ma mère, Claire Vincent. Paul Richard pâlit visiblement. Il ne s'attendait pas à ce qu'Élodie ait mobilisé tant de soutien. Même ainsi, insista-t-il, nous avons besoin de l'approbation formelle du Conseil pour des changements structurels de cette ampleur. Et je doute que nous ayons un consensus ici aujourd'hui. Élodie sourit sereinement. Vous avez tout à fait raison, Paul. C'est pourquoi je ne demande pas l'approbation pour tous les changements d'un coup. Je propose une période d'essai de 6 mois pour les initiatives prioritaires. À la fin de cette période, nous présenterons des résultats concrets pour l'évaluation du Conseil. La proposition était trop raisonnable pour être refusée sans paraître obstinée. Après 2 heures d'intenses débats, le Conseil approuva la période d'essai, à condition que toute mesure démontrant un impact financier négatif significatif soit immédiatement révisée. En sortant de la salle, Élodie rencontra Paul dans le couloir. « Vous avez gagné cette manche, Élodie, mais 6 mois passent vite, et je doute que vous puissiez montrer des résultats positifs dans ce délai. Il ne s'agit pas de gagner ou de perdre, Paul. Si vous voyez au-delà des chiffres trimestriels, vous comprendriez que nous pouvons tous gagner ensemble, l'entreprise, les employés, même les actionnaires. » Poétique, se moqua-t-il. Mais ce n'est pas un roman, c'est le monde réel des affaires. Et dans le monde réel, ce qui compte, ce sont les résultats concrets. Sur ce point, nous sommes d'accord, répondit Élodie. Et c'est exactement ce que j'ai l'intention de livrer. Les mois suivants furent de travail intense. Élodie, avec le soutien de Laurent et de la toute nouvelle équipe de restructuration, mit en œuvre les premiers changements. Revalorisation salariale pour les employés aux revenus les plus bas, flexibilisation des horaires, création d'un programme complet d'assistance médicale et psychologique et révision complète du système d'évaluation et de promotion. Paul Richard et ses alliés observaient attentivement, attendant l'échec, prêts à reprendre le contrôle à la première occasion. Occasionnellement, ils plaçaient des obstacles bureaucratiques ou répandaient des rumeurs négatives, essayant de miner la confiance des employés dans les nouvelles initiatives. À la maison, Élodie continuait à lire le journal de son père. Elle y découvrait un homme complexe, qui, dans ces dernières années, avait profondément remis en question ses choix de vie et l'empire qu'il avait construit. Dans une entrée particulièrement touchante, Antoine avait écrit « Le véritable héritage n'est pas dans les bâtiments que nous construisons ou l'argent que nous accumulons, mais dans les vies que nous impactons. Je crains que mon impact ait été plus négatif que positif. » Ces mots résonnèrent fortement en Élodie. Elle était déterminée à ne pas répéter les regrets de son père. 3 mois après le début des changements, les premiers résultats commençaient à apparaître. L'absentéisme avait chuté de 15%. Des enquêtes internes montraient une augmentation significative de la satisfaction des employés. Et étonnamment, la productivité dans certains secteurs montrait déjà une légère croissance. Mais il y avait aussi des problèmes. La mise en œuvre des nouvelles politiques exigeait des investissements significatifs, mettant la pression sur la trésorerie de l'entreprise. Certains clients conservateurs, influencés par des rumeurs sur une supposée crise interne, commençaient à revoir leurs contrats. Et plusieurs cadres de haut niveau
mécontents de la réduction de leur bonus, quittèrent l'entreprise pour travailler chez des concurrents. Paul Richard profitait de chaque difficulté pour semer le doute parmi les conseillers et les actionnaires. Ce n'est que le début de l'effondrement, disait-il lors de réunions privées. Vincent Entreprise perd son identité, sa force. Bientôt, nous verrons les véritables dommages de cette expérience désastreuse. Le 4e mois fut le plus difficile. Des problèmes inattendus surgirent. Un gros compte fut perdu au profit d'un concurrent. Un nouveau système mis en place pour améliorer les conditions de travail dans le secteur opérationnel présenta des défauts techniques et un rapport financier préliminaire montrait une baisse de 18% de la rentabilité. Pour aggraver la situation, un journal à grand tirage publia un article intitulé « Le déclin d'un empire », détaillant les problèmes de Vincent Entreprise et insinuant que l'entreprise se dirigeait vers la faillite sous la nouvelle gestion idéaliste et naïve d'Élodie Vincent. Ce soir-là, Élodie rentra chez elle épuisée, avec le sentiment que Paul avait peut-être raison. Peut-être que ses idées étaient bonnes en théorie, mais impraticables dans le monde réel des affaires. Peut-être était-elle en train de détruire l'héritage de son père, au lieu de le corriger. Alors qu'elle envisageait d'abandonner et de revenir sur certains changements, son téléphone sonna. C'était Laurent. « Madame Vincent, pardonnez-moi d'appeler à cette heure, mais j'ai pensé que vous devriez savoir. Les employés du secteur opérationnel organisent quelque chose. Pour demain, j'ai essayé de les dissuader, mais... » « De quoi s'agit-il, Laurent? Une grève? Une protestation ?» Le cœur d'Élodie s'accéléra. « Non, madame, c'est une manifestation de soutien. Ils ont appris l'article dans le journal et veulent montrer qu'ils sont avec vous. Ils sont même prêts à accepter une réduction temporaire de salaire si cela aide l'entreprise à traverser cette période difficile. » Élodie resta silencieuse, luttant contre les larmes qui jaillissaient inopinément dans ses yeux. « Madame Vincent, tout va bien. » « Oui, Laurent, tout va bien. Mieux que ça n'a été depuis longtemps. » Le lendemain, quand Élodie arriva à l'entreprise, elle fut accueillie par des centaines d'employés, applaudissant dans le hall principal. Beaucoup portèrent des pancartes avec des messages de soutien. C'était une démonstration spontanée, authentique, quelque chose qu'aucune somme d'argent ne pourrait acheter. Parmi la foule, elle vit des visages familiers et inconnus. Elle vit Renaud Mercier, le manager qu'elle avait failli licencier pour avoir pris soin de sa fille malade. Elle vit Thérèse Charvet, qui avait risqué sa position pour l'alerter des manœuvres de Paul. Elle vit de jeunes recrues et des vétérans qui étaient dans l'entreprise depuis l'époque de son père, tous unis par un objectif commun. Et au premier rang, elle vit Laurent accompagné de ses 3 enfants, Anne, Mathieu et Sophie, tous portant des t-shirts avec le logo de l'entreprise. Cette manifestation spontanée fut un tournant. La presse, qui avait rapporté les problèmes, couvrait maintenant cette démonstration de soutien sans précédent des employés. Des clients qui avaient hésité prirent contact, impressionnés par la loyauté démontrée. Et au sein de l'entreprise, un nouveau sens d'unité et de but commença à fleurir. Dans les semaines suivantes, Élodie intensifia son travail, maintenant avec une confiance renouvelée. Avec les suggestions des employés eux-mêmes, elle mit en œuvre des ajustements qui rendirent les nouvelles politiques plus efficientes et moins coûteuses. Elle créa des canaux directs de communication entre différents niveaux hiérarchiques, éliminant les bureaucraties inutiles. Elle encouragea l'innovation et la collaboration à travers des programmes de reconnaissance basés non seulement sur les résultats individuels, mais sur les contributions au bien collectif. Graduellement, la situation financière commença à se stabiliser. La productivité, qui montrait déjà des signes d'amélioration, augmenta significativement. Le climat organisationnel, autrefois toxique, se transforma en un environnement de respect mutuel et de coopération. Les employés qui avaient quitté l'entreprise commencèrent à demander leur retour. Quand vint le moment de la présentation finale au conseil, à la fin des 6 mois de période d'essai, Élodie était prête. Les chiffres n'étaient pas encore spectaculaires. La rentabilité restait inférieure à la période précédente, mais la tendance était clairement positive. Plus important, tous les indicateurs de durabilité à long terme montraient une amélioration substantielle. « Messieurs », conclut-elle après une présentation détaillée, « ce que nous avons fait ces 6 derniers mois n'est que le début d'une transformation profonde. Nous avons encore beaucoup de travail devant nous, beaucoup d'ajustements à faire, beaucoup de défis à surmonter. Mais le chemin que nous avons choisi est irréversible. »
Paul Richard, qui avait assisté à la présentation dans un silence sombre, se manifesta finalement. « Impressionnant, Élodie, je dois l'admettre. Vous avez obtenu de meilleurs résultats que je ne l'espérais. Mais nous parlons toujours de profits moindres, de bonus réduits, d'actionnaires insatisfaits. Est-ce un modèle durable pour une entreprise cotée en bourse? Une question valable, Paul, répondit Élodie. Et la réponse est, cela dépend de ce que nous entendons par durabilité. Si nous pensons seulement au prochain trimestre, peut-être pas. Mais si nous considérons l'avenir à long terme, 3, 5, 10 ans, je crois fermement que oui. Elle présenta alors des projections pour les années à venir, montrant comment l'augmentation de la productivité, la réduction du turnover et l'amélioration de la qualité des produits et services surpasseraient graduellement les coûts initiaux des changements. Plus important encore, poursuivit-elle, nous construisons une entreprise véritablement durable, au sens le plus large du terme. Une entreprise où les gens veulent travailler, avec laquelle les clients veulent s'associer, dans laquelle les investisseurs peuvent croire non seulement pour les profits immédiats, mais pour l'impact positif que nous générons. Le Conseil délibéra pendant 2 heures. Au final, avec une marge serrée, 7 voix contre 5, il approuva la continuation et l'expansion du programme de transformation. Paul Richard, vaincu, annonça son départ de l'entreprise le lendemain. 1 an après le début des changements, Vincent Entreprises était une entreprise profondément transformée. La structure hiérarchique avait été remodelée, devenant plus horizontale et collaborative. Le système de rémunération avait été repensé pour réduire drastiquement l'inégalité interne. Des programmes de bien-être et de développement professionnel étaient devenus prioritaires. Les résultats dépassèrent les attentes les plus optimistes. La productivité augmenta de 23%. Le turnover chuta à moins de la moitié. La satisfaction des clients atteignit des niveaux records. Qu'étonnamment pour beaucoup, le profit commença à croître à nouveau, s'approchant déjà des niveaux antérieurs. Laurent Moreau, maintenant directeur du développement humain et organisationnel, dirigeait une grande partie des initiatives. Son expérience unique, ayant vécu tant au sommet qu'à la base de la pyramide corporative, lui donnait une perspective inestimable. Par un après-midi ensoleillé de printemps, Élodie l'appela pour une conversation dans son bureau. « 1 an, Laurent. Parfois, j'ai l'impression que c'était hier que je vous ai vu prendre de la nourriture à la cafétéria. » Il sourit, maintenant, à l'aise en sa présence. « Et parfois, j'ai l'impression que cela s'est passé dans une autre vie. Comment vont vos enfants? Et votre mère? Tous vont bien? Madame Constance reçoit les meilleurs soins maintenant, grâce au nouveau programme d'assistance. Anna réussit le concours d'entrée en médecine, Mathieu se débrouille bien à l'école et Sophie, Hilary. Sophie dit qu'elle veut être présidente d'entreprise comme tante Élodie. Élodie sourit, sincèrement touchée. « Il aurait été si facile pour vous de me haïr, Laurent. Après tout ce que vous avez traversé, je ne suis pas du genre à garder rancune, Madame Vincent. De plus, peu aurait eu le courage que vous avez eu, reconnaître ses erreurs et changer si profondément non seulement soi-même, mais toute une organisation. » Élodie regarda par la fenêtre, vers la ville qui s'étendait jusqu'à l'horizon. « Savez-vous ce qui m'a le plus surprise dans ce voyage? Découvrir que faire ce qui est juste peut aussi être rentable. Pas immédiatement, pas sans effort, mais à long terme, créer une entreprise plus humaine, c'est aussi créer une entreprise plus forte. » Laurent acquiesça. « Mon père disait souvent, le profit est comme l'oxygène, nécessaire pour vivre, mais ce n'est pas le but de la vie. Sage, votre père, il était maçon. Il a travaillé à la construction d'un des premiers bâtiments de Vincent, vous savez? Il disait qu'il avait mis plus que des briques dans cette structure. Il y avait mis ses rêves d'un avenir meilleur pour ses enfants. » Élodie sentit un nœud dans sa gorge. Combien d'histoires comme celle-là existaient dans les fondations de l'entreprise qu'elle avait héritée? Combien de rêves, de sacrifices, d'espoirs? « Laurent, je planifie quelque chose de nouveau. Je veux créer une fondation liée à l'entreprise, centrée sur l'éducation et le développement professionnel pour les jeunes des quartiers défavorisés. J'aimerais que vous dirigiez ce projet. » Ses yeux brillèrent. « Ce serait un honneur, Madame Vincent. S'il vous plaît, après tout ce que nous avons traversé, je pense que vous pouvez m'appeler Élodie. » Il sourit, acquiesçant. « Ce serait un honneur, Élodie. » Quand Laurent sortit, Élodie resta près de la fenêtre pendant un long moment. Elle pensa à son père,
à ses regrets tardifs, à la chance qu'elle avait eue de corriger des erreurs avant qu'il ne soit trop tard. Elle pensa à Paul Richard et aux autres qui n'avaient pas réussi à voir au-delà du prochain rapport trimestriel. Elle pensa à tous les Laurent qui existaient, des personnes talentueuses, dignes, résilientes, attendant simplement une opportunité équitable. Et elle pensa surtout à l'entreprise qu'elle dirigeait maintenant, non plus un mécanisme froid de génération de profit, mais une communauté vivante de personnes travaillant ensemble avec un but et une dignité. Le soleil se couchait à l'horizon de Paris, jetant une lumière dorée sur la ville. Élodie Vincent sourit. L'avenir, pour la première fois depuis longtemps, semblait véritablement prometteur. Fin de l'histoire. Chers spectateurs, nous espérons que l'histoire d'Élodie et Laurent a touché vos cœurs. Si vous avez aimé ce récit de transformation et de dépassement, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de mettre un j'aime à la vidéo. Tous les jours, nous apportons des histoires uniques qui explorent la complexité de la vie et du monde des entreprises françaises. Ne manquez pas nos prochains contenus. Partagez votre opinion sur cette histoire dans les commentaires.